Alors, les PME sont les premières cibles des cyberattaques avec des conséquences dramatiques, à la fois financières mais même de survie. Comment les aider à mieux se protéger? On en parle avec Michel Van den Berg, président de Campus Cyber, donc un espace pluridisciplinaire conçu vraiment pour rassembler, fédérer l'ensemble des acteurs de la cybersécurité. Vous allez bientôt fêter vos 1 an d'ailleurs, le 15 février. À l'origine, c'était un projet initié par le président de la République. Et puis là, le 15 décembre dernier, c'est le ministre de l'économie Bruno Le Maire avec le ministre délégué chargé de la transition numérique Jean-Noël Barrot qui vous confie une autre mission pour le renforcement de la cybersécurité des PME et ETI françaises. Avec vous pour discuter de ce sujet, Farid Lalou, le CEO de Bonjour Cyber. Bonjour. Alors, vous, donc votre offre est entièrement consacrée aux startups et aux PME. Vous êtes basé à Paris et à Montpellier. Tout à fait. Vous proposez un parcours de cybersécurité clé en main, le plus simple possible. Vous allez nous expliquer ça, qui permet d'ajuster en fonction du risque, d'exposition, du besoin et du budget aussi de ces PME et de ces startups. Vous voulez simplifier l'accès à la cybersécurité, évangéliser aussi, vous dites casser les préjugés, vous nous expliquerez pourquoi. Et d'ici le mois de juin, eh bien, vous espérez consolider une équipe d'une 20aine de personnes. Vous n'êtes pas encore une PME alors? Mais ça arrive, mais tout à l'heure on pourra en reparler avec Michel. Il y a des vrais sujets de recrutement dans le monde de la cyber et des écosystèmes comme le Campus Cyber aident justement à la promotion sur ces métiers. Vous vous connaissiez tous les deux avant de venir sur le plateau? Par relation. D'accord. Alors, sont restés également avec nous en plateau pour commenter ce sujet Lorraine Meignier-Baucher, avocate tech et data au sein du cabinet McDermott, Will & Emery, et Tariq Rim, fondateur de codesouverain.fr. Vous intervenez quand vous voulez, tous les deux. Déjà, première question, est-ce qu'on a besoin d'un dispositif spécifique? Parce qu'on vous a confié une mission, Michel. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'un dispositif spécifique? Est-ce que les problématiques de cybersécurité des PME sont particulières? Effectivement, parce qu'elles n'ont pas les moyens, eux, d'embaucher un RSSI, d'embaucher un expert en termes de cybersécurité. Donc il faut faire des solutions qui soient les plus simples, les plus transparentes possibles. Et on ne peut pas adapter ce qui a été fait pour les grandes entreprises aux petites entreprises. Voilà. Donc il faut qu'on travaille ensemble pour regarder déjà tout ce qui a été imaginé. Ma mission, c'est plus de faire un inventaire de déjà ce qui a été conçu, imaginé par d'autres organismes, la DGE, le MEDEF, certaines régions qui ont dit comment on peut aider nos petites entreprises et faire une sorte d'inventaire des solutions qui existent déjà. Et puis après, comme on l'a fait au campus, de travailler sur la collectivité, c'est-à-dire de faire à ce que quand quelqu'un a une bonne idée, on puisse la récupérer et la divulguer à l'ensemble des petites entreprises. Voilà. Donc ce qu'on veut, c'est que pas transformer le chef d'entreprise en expert cyber et faire à ce qu'il ait des solutions qui permettent justement de pouvoir se protéger de 90% des attaques qui les touchent. Il faut savoir qu'en faisant un peu d'hygiène informatique, en installant quelques petites solutions, on arrive à se protéger de 90%. Est-ce que les principales menaces qui touchent les PME diffèrent de celles qui touchent les plus grandes entreprises? En fait, ce sont les mêmes. Donc, et comme les grandes entreprises ont mis les moyens et commencent à mieux se sécuriser, effectivement, elles arrivent à bloquer certaines attaques. Et les pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent dans leur cible et ils vont plus facilement attaquer les PME. Donc, ce sujet-là, il est concret. On voit quand même que se sécuriser, ça fonctionne, puisque les grandes banques, les grandes industries aujourd'hui arrivent à bloquer les attaques. Et du coup, les pirates qui, se sont industrialisés. Bloquer les attaques, en tout cas, en arrêter plusieurs, mais pas les bloquer toutes totalement. Quand même, on a fait de gros progrès quand même. On peut toujours dire ça fonctionne pas, les pirates sont les meilleurs, etc., etc. On voit quand même qu'en France, particulièrement, par exemple, si on prend le secteur bancaire est toujours autant attaqué. Il y a de moins en moins d'attaques qui réussissent au niveau de l'environnement bancaire. Voilà. Donc, il faut quand on met des solutions, ça fonctionne. Il faut savoir dire quand ça marche. Voilà. Et du coup, pas de chance pour les petites entreprises, c'est que les pirates aujourd'hui se disent comme c'est compliqué d'attaquer les grosses entreprises, on va attaquer les petites. Justement, sur la question de ces menaces, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Alors, c'est toujours intéressant de remettre les choses dans leur contexte. Et nous, ce qu'on constate, les chiffres, ils sont là. 50% des entreprises se sont fait attaquer l'année dernière. Parmi ces entreprises, vous en avez la moitié qui représentent des PME et des petites ETI. Et ces entreprises-là déclarent à 86% qu'elles ne sont pas prêtes à pouvoir répondre à une attaque cyber. Donc on voit la problématique qu'on a sur les PME et les petites ETI.
Il y a des étapes que vous pouvez proposer aux patrons de PME, ce que vous dites, on ne va pas s'adresser de la même façon à une PME. Un patron de PME, ce n'est pas un expert de la cybersécurité, il n'a pas forcément quelqu'un en charge en interne. Comment est-ce qu'on adresse ce sujet de la cybersécurité avec eux ? La première, c'est la sensibilisation. Je pense qu'il faut vraiment leur expliquer que le numérique, c'est une drogue douce, mais avec beaucoup de dépendance. Voilà. Et on s'aperçoit que les chefs d'entreprise, petites entreprises, ne se rendent pas compte que quand l'IT s'arrête, ils ne peuvent plus travailler. Et c'est pour ça qu'une entreprise sur deux qui ne paye pas la rançon dépasse le bilan. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est cette dépendance au numérique. Ils ne se rendent pas compte. Et pour eux, c'est très immatériel. Ils ont l'impression que quand ils se font cryptoloquer, il suffit de rappuyer sur un autre bouton pour que ça redémarre. Donc il faut leur dire, quand vous êtes cryptoloqué, c'est comme si la donnée a été brûlée, quoi. Elle n'existe plus. Donc de leur dire, toujours prévoyez le pire. Et faites bien vos sauvegardes à l'extérieur de l'entreprise, sinon elles sont aussi cryptées, pour pouvoir redémarrer et de dire, même si vous ne pouvez pas redémarrer complètement à 100%, au moins vous pourrez continuer votre activité. Donc ça, c'est vraiment sensibiliser sur le fait de dire que le numérique, ça peut s'arrêter et il faut qu'il prévoie un plan B pour pouvoir redémarrer. Y compris si le numérique n'est pas le cœur de l'activité, hein. Ça c'est aussi important à préciser. Mais on a des cas d'un garagiste par exemple aujourd'hui, il travaille en flux tendu, il commande ses pièces en fonction des pannes qu'il voit sur votre véhicule, elles arrivent dans l'après-midi, le jour il ne peut plus accéder à sa plateforme de prise de commande, passer les mails, etc. Ça, il ne peut plus travailler, donc il s'arrête. Il y a plein d'autres exemples comme celui-là. Donc il faut vraiment leur dire, le numérique c'est très bien, mais il faut prévoir toujours un plan B pour pouvoir continuer son activité. Voilà. La sensibilisation elle est importante. Puis je reviens sur le fait de dire il faut mettre en place des solutions qui soient les plus simples possibles et transparentes. Nos véhicules sont de plus en plus sûrs. On ne demande pas au conducteur de savoir comment fonctionne l'ABS, le cerveau-frein. On lui dit juste si jamais tu ne mets pas ta ceinture, ça va faire un bruit qui va te gêner. Voilà. C'est un peu ça qu'on doit proposer comme solution. Et c'est là-dessus qu'on réfléchit. Et là, il y a du travail. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les entreprises de la cybersécurité, elles ne savent pas forcément bien s'adresser à ces chefs d'entreprise. Vous avez plusieurs types d'entreprises de cybersécurité. Vous allez avoir les entreprises tech qui vont développer des solutions. La problématique, c'est que sur la cible PME, ETI, vous ne pouvez pas juste mettre à disposition une solution parce qu'elles n'auront personne en interne pour pouvoir les appliquer. Donc, elles vont passer par des sociétés de services. Et c'est le challenge des sociétés de services sur des services cyber, de le rendre accessible, de vulgariser et au final aussi de proposer uniquement des services très ciblés. Tout à l'heure, Michel le disait, c'est vrai qu'avec un petit peu de bonne hygiène, quelques services, je vous donne deux exemples. Voilà. Je pense, soyons concrets. Le phishing, on en parlait tout à l'heure. Le phishing, vous savez tous ce que c'est, peut-être, j'espère. C'est le fameux mail que vous recevez qui va vous demander de cliquer sur un lien, d'ouvrir un document, etc. Et finalement, vous allez donner accès à votre SI, à votre système d'information, à un pirate. En gros, c'est très difficile de bloquer ce risque-là. Par contre, vous allez utiliser vos utilisateurs comme le premier rempart, en les sensibilisant, en les formant. Et donc, au final, vous allez passer du statut de victime à celui de protecteur. Et donc, c'est une première mesure. Et quand je vous dis tout à l'heure que c'est très important, il y a 90%, entre 80 et 90% des cyberattaques sur ce genre d'entreprise qui va rentrer par la porte phishing. Donc, on a déjà une première mesure. Oui. Ensuite, on le disait tout à l'heure avec Michel, mais le risque cyber ne s'annule pas. Il se diminue. Donc, c'est-à-dire, peu importe ce qu'on va faire, on peut quand même être victime d'une attaque. Dans ce cas-là, ayons un peu d'anticipation et pensons au backup. La sauvegarde. Donc, si vous avez la bonne sauvegarde au bon endroit, correctement fait, avec un bon plan de reprise d'activité, même si vous arrive quelque chose, vos fichiers sont loqués, etc., vous allez pouvoir reprendre votre activité. Donc ça fait partie des premières étapes à proposer, c'est-à-dire sensibiliser les équipes aux bonnes pratiques avec leur boîte mail. Ouais. Et garantir un stockage à l'extérieur de son système d'information. Oui, et puis proposer des solutions. Vous l'avez vu, le gouvernement aujourd'hui se mobilise. La première chose qui avait été annoncée par Emmanuel Macron, c'était le filtre anti-arnaque, c'est-à-dire de faire à ce que justement, quand malgré tout vous cliquez sur ce lien, que votre browser puisse vous dire attention. Nous, c'est répertorié comme un filtre malveillant. Alors là, Jean-Noël Barrot a annoncé d'ailleurs sur ce plateau qu'on aurait une première version test a priori cet été. Tout à fait. Donc là, on s'est réunis, on travaille avec l'ANSSI, avec justement pas mal d'entités pour proposer ce système. Alors c'est pas simple, parce qu'il y a déjà des entreprises qui le proposent, mais de façon rémunérée. Voilà. Donc il faut regarder comment on peut se glisser dans tout ça, parce qu'ils vont tous dire vous nous empêchez de faire du business, etc., etc. Voilà. Donc à qui on va l'adapter, mais en tous les cas, c'est une des premières solutions qui va être en place. La deuxième solution qui est proposée par le gouvernement,
c'est le cyberscore, c'est-à-dire de dire, quand on achète une application SaaS, dans le cloud, etc., elle sera notée comme le Nutri-Score en disant, voilà, celle-là, elle est plutôt bien écrite, celle-là, elle est plutôt moins bien écrite, et qu'à même prix, on se dit, je vais prendre l'application qui est bien sécurisée, plutôt celle qui est moins bien sécurisée. Et ça, quel est le calendrier ? Là, plutôt, c'est 2024 sur cette partie-là. Voilà. D'accord. Donc, on avance dessus, il faut répertorier, il faut que les gens jouent le jeu, il faut qu'ils acceptent de faire analyser leur code, etc. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais en tout cas, on voit qu'on va dans le bon sens. Après, le gouvernement a débloqué aussi 30 millions d'euros pour protéger les PME qui servent les OIV, justement, parce que très souvent, le pirate se dit, pour attaquer la grande société, je vais attaquer par le sous-traitant, et comme ça, c'est plus facile pour moi de rentrer. Voilà. Donc on se mobilise, il y a de l'argent qui est mis en place. Après, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vraiment une question de formation, de sensibilisation, d'expliquer qu'aujourd'hui, Internet, c'est pas le pays de Candy, qu'il faut se méfier, et puis voir aussi que les pirates... ça, je pense que maintenant, c'est clair pour tout le monde. Pas autant que ça, il y a encore quand même beaucoup d'entreprises qui se sécurisent pas du tout. Pour eux, ça n'intéresse pas les pirates. Pour eux, ils ne sont pas une cible. Voilà. Il y a toujours une fausse impression de sécurité. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut lutter. Parce qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure. Il faut savoir qu'il n'y a que 3% des incidents qui sont déclarés. Ça veut dire qu'il y a 97% des entreprises qui payent la rançon. Et les pirates travaillent justement pour que ce soit facile et plus aisé de payer la rançon que de se cyberprotéger. Donc, ils vous appellent pour savoir si vous avez bien récupéré vos données, si tout se passe bien. Il y a un vrai service après-vente qui est fait. Et effectivement, il faut qu'on lutte contre ça, parce que ce que ne rendent pas les gens, c'est qu'une fois qu'ils ont payé, effectivement, 15 jours après, le pirate va revenir. Et il y a même une notion justement de scoring aussi, de savoir quels sont les pirates gentils, les pirates méchants, justement, ceux qui quand vous payez la rançon, vous donnent justement les clés, vous ne les donnent pas, etc. Et puis les PME qui payent, les PME qui ne payent pas. Donc un indicateur intéressant aussi pour les attaquants. C'est un vrai business aujourd'hui, un business qui est sur un marché qui est plutôt caché, mais c'est un vrai business qui est extrêmement bien fait, avec justement de la pub, des services après-vente, etc. Les pirates sont bien organisés. Alors vous nous avez dit qu'en général, il faut passer par des prestataires de services externes pour sécuriser sa PME, mais ça veut dire qu'on n'installe pas du tout de gouvernance de la cybersécurité dans les PME ? On va y aller par étapes, en fait. Michel le disait tout à l'heure, le plus important, c'est déjà de mener des initiatives. Peu importe l'initiative, en fait. On démarre par quelque chose, en fait. Et vous allez amener cette culture, cette hygiène cyber dans l'entreprise. Que vous fassiez du phishing, que vous expliquiez à vos collaborateurs que le mot de passe, il se garde dans un coffre-fort et pas sur un post-it au-dessus de l'écran. Ça, c'est du bon sens pour certains, ça ne l'est pas pour d'autres. Donc, on rentre sur des sujets de gouvernance, déjà sur des choses qui sont très compliquées. On en parlait tout à l'heure, quand vous allez parler à un imprimeur, un chocolatier, quelqu'un dont c'est pas le focus, c'est pas le cœur business, vous en parliez tout à l'heure, et ben non, c'est pour ça qu'il faut à un moment choisir quelques verticales et se dire c'est déjà bien, si je vais sur ces verticales-là, c'est un bon début. Et je voulais juste rebondir sur le côté business aussi de la cybersécurité, dans le sens où on parle beaucoup de la cybersécurité comme d'une protection, quelque chose de vital pour les entreprises, mais ça peut aussi être une force. Aujourd'hui, une entreprise qui est capable de prouver à ses partenaires commerciaux, en réponse à appel d'offres, dans des négociations, qu'elle a mené des initiatives cyber dans sa boîte, va sortir du lot. Et nous, ça, on le voit de plus en plus. Avant, on voyait des gens qui venaient se protéger. Aujourd'hui, c'est en amont, parce que j'ai des partenaires business à qui je veux montrer patte blanche, je veux montrer que mes API, mes systèmes ne sont pas vérolés. Je mène des pentests, etc. pour montrer que je suis compliant avec la cybersécurité. Comme tous les professionnels de la cybersécurité, vous êtes en train de nous dire que la priorité numéro 1 de l'activité maintenant, c'est de se cyberprotéger. Parce que dans les budgets, c'est pas du tout ça qu'on voit. Donc si on veut être un petit peu réaliste, il faut que ça prenne quelle part dans la stratégie de l'entreprise ? En fait, si ce n'est pas la première, parce que là... Quand on parle de budget, ça dépend si on parle avant attaque ou après attaque. Une entreprise qui a été attaquée, en général, elle passe de 3% à 25% de son budget IT sur la cybersécurité. Et c'est là-dessus, justement, qu'il faut travailler. Il n'y a pas de bons chiffres, mais en général, on dit entre 15 et 20% du budget IT doit être dédié à la cybersécurité. Et on commence... C'est un chiffre qui est applicable aussi bien à une grande entreprise qu'à une PME ? Oui, sauf qu'une PME, en général, son budget IT, il est plutôt limité. Donc, ce qu'il faut, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est de faire à ce qu'on ait des solutions qui soient presque gratuites et presque intégrées aujourd'hui dans leur quotidien pour que, justement, ils n'ont pas... Un peu comme le contrôle parental qu'on a décidé à un moment d'intégrer dans toutes les offres des opérateurs. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que les opérateurs ont vraiment un rôle à jouer. On reparle de ce filtrage DNS. Si c'est fait au niveau de votre box, qu'elle soit pro ou qu'elle soit personnelle, effectivement, on va limiter pas mal aujourd'hui d'incidents, puisque dès
le moment où vous devriez aller sur un site qui est malveillant, effectivement, vous serez en tout cas prévenu, on n'a pas le droit de vous bloquer, mais prévenu que vous allez sur un site qui est capable de pouvoir... Et comment vous avancez avec les acteurs de la cyber là, sur ces sujets, puisque ça fait partie de votre rôle, de les rassembler autour de cette problématique de cybersécurité des PME, comment faire avec des entreprises qui ont des tout petits budgets. Comment vous avancez avec eux ? Justement, c'est de se servir des canaux qui existent déjà, donc de leurs points de contact, qui peuvent être aujourd'hui leur région, qui peuvent être aujourd'hui les associations, le MEDEF, les CLUSIR, des CLUSIF, enfin, tous ces genres d'associations aujourd'hui qui parlent directement aux PME, c'est de se servir d'eux déjà pour sensibiliser. De se servir aussi de leurs points de contact. En fait, un patron de PME, il a au moins 3 points de contact. Il a le postier, qui vient tous les jours lui amener son courrier, il a son opérateur qui lui amène le numérique, et il a son banquier. Et on travaille par exemple avec les banques aujourd'hui pour faire à ce qu'il puisse être un point de relais justement pour sensibiliser les chefs d'entreprise. Et on a vu quand il y a eu le confinement et que les gens ont dû télétravailler, le banquier souvent était appelé, comme il est considéré comme quelqu'un plutôt avancé dans l'IT, les patrons de PME appellent leur banquier en disant tiens, on m'a demandé d'installer un VPN, comment je peux faire pour installer un VPN? Donc ils sont transformés en experts IT. On va se servir de tous ces canaux justement pour aller passer la bonne parole auprès de ces entreprises. Mais la question porte aussi sur comment vous travaillez avec l'écosystème cyber sur ce sujet. Est-ce qu'il y a vraiment un engagement pour résoudre cette problématique cyber sur les PME ? On revient à la problématique dont on a parlé tout à l'heure, c'est le manque de ressources qu'on a en termes de cybersécurité, le manque d'experts qu'on a en termes de cybersécurité. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, on est déjà, les grandes SS2I, les petites entreprises, offreurs en cybersécurité, ont déjà énormément de travail pour sécuriser les grandes entreprises qui n'ont pas le choix parce que par la régulation, par le RGPD, il y a aussi la haute programmation militaire, il y a tout ce qui a été fait justement pour obliger les entreprises à se cybersécuriser, fait que les grandes entreprises, les Capgemini, les Atos, ont déjà du mal à recruter. Donc imaginez pour trouver des experts pour aller sécuriser les PME. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler aussi avec le gouvernement et avec le ministère de l'Éducation nationale pour montrer que le métier d'expert cyber, c'est un métier formidable, c'est un métier qui sert la collectivité, etc., etc., et changer l'image qu'on a du geek à capuche et du matheux, très compliqué. Ouais. On a fait une interview du rectorat de l'Île-de-France sur 12 000 gamins qui suivent une formation numérique, il n'y en a que 3% qui veulent dans la cyber, et puis il y avait 3 femmes qui ont répondu positivement. Donc il faut changer cette image-là pour attirer. Il manque 20 000 experts en France en cybersécurité, et tous les ans, le déficit s'accroît. Et puis il y a le sujet de la cyberassurance. Très compliqué aujourd'hui pour une PME de faire assurer son risque cyber. C'est un vrai sujet, la cyberassurance, parce qu'elle se veut extrêmement complémentaire. C'est pas parce qu'on a une voiture qui est super bien sécurisée qu'on ne prend pas d'assurance automobile, pareil pour votre maison. Mais aujourd'hui, c'est de définir le périmètre jusqu'à où on va, étant donné qu'on a du mal aujourd'hui à anticiper, à définir le périmètre de risque, jusqu'à où est-ce qu'on peut sécuriser ce risque-là. Donc c'est des sujets à suivre sur les prochains mois. Alors on n'a pas le choix, dans le domaine de l'assurance en général, on est obligé d'être assuré, mais alors là, dans la cybersécurité, c'est pas le cas. C'est plutôt l'assureur qui n'a pas tellement envie de nous assurer. Oui, et puis il y a eu le grand dilemme aussi. Comment vous progressez avec les acteurs de l'assurance? Justement, c'est un peu comme on revient, comme on disait tout à l'heure sur la maison, c'est de dire les assureurs travaillent sur une sorte de référentiel en disant si vous avez fait installer telle technologie en termes de cybersécurité, votre redevance en termes d'assurance cybersécurité va baisser. Voilà, donc on est en train de travailler là-dessus. Après, il y a eu le fameux dilemme. Les demandes de garantie ne soient pas trop élevées pour les PME. Oui, mais justement, c'est là-dessus qu'il faut travailler en disant on vous assurera et vous aurez une redevance qui sera très faible si vous avez appliqué le guide d'hygiène informatique qu'on va sortir. Voilà. Après, il y avait le fameux truc de est-ce qu'on rembourse ou on ne rembourse pas le paiement de la rançon. Voilà. Pourquoi ça a été fait? Ça a été fait pour inciter justement les patrons de PME qui se sont fait cyberattaquer à déposer plainte. Parce que tant qu'il n'y a pas de dépôt de plainte, on ne peut pas remonter la filière et aller arrêter. On n'est pas obligé de payer la rançon pour porter plainte non plus. On peut porter plainte sans payer la rançon. On est bien d'accord quand même. Voilà. Mais le dépôt de plainte, il est extrêmement important. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de 3% seulement de plaintes qui sont déposées par rapport à des cyberattaques, ça ne nous permet pas justement de pouvoir utiliser la gendarmerie, la police, Europol, etc., qui arrivent, vous l'avez vu, on a encore la semaine dernière attaqué et mis en prison un gang qui travaille dans la cybersécurité, parce que justement il y a quelqu'un au départ qui a porté plainte. Donc on incite aussi les gens à porter plainte et expliquer que se faire attaquer, ça arrive et que c'est pas une maladie honteuse, ça arrive à tout le monde. Voilà. Par contre, si on peut se protéger, c'est un tout petit peu mieux. Le premier travail aujourd'hui à opérer, parce qu'on arrive pratiquement à la fin là, de notre débat, le
Premier travail, selon vous, important, Farid, à opérer pour une PME ou une ETI. Sa PME, ouais. Mener une initiative, peu importe laquelle, parce que c'est le premier pas. Et tout à l'heure, on parlait de budget. Vous n'allez jamais mettre des budgets en place si vous ne faites pas cette première initiative. Vous commencez par quelque chose, l'année prochaine, vous allez mettre un peu plus de budget. Donc, allez-y, fermez les plus grosses portes. Le phishing, c'est très bien. On les trouve où, ces budgets? Oui. Sur quoi on le prend? On le prend en se disant quand même que ça coûte beaucoup moins cher de faire de la prévention que de réparer une cyberattaque et marteler ces chiffres. Il faut revenir au fait qu'une entreprise sur deux ne se relève pas. Exactement. Et ça, c'est des chiffres qui marquent vraiment les chefs d'entreprise. Merci beaucoup, Michel Vanderberg. Vous reviendrez parce que votre mission n'est pas terminée. Donc, comme ça, on pourra faire le point ensemble. Michel Vanderberg du Campus Cyber, Farid Laloux de Bonjour Cyber, Lorraine Meignier-Baucher de McDermott, Will & Emery et Tariq Krim de CodeSouverain.fr. Un mot, peut-être, je vous laisse un mot de conclusion ou une question, très vite. Un autre point qui pourrait être utile aussi et qui ne coûte rien, c'est de se renseigner en amont sur quel prestataire vous accompagnera en cas de crise, en fait, et qui on contacte comme prestataire cybersécurité pour nous aider en cas d'attaque. Parce que c'est pas à ce moment-là qu'on va benchmarker, qu'on va trouver les personnes de confiance. Il faut se renseigner avant. Avoir le bon contact suite. D'ailleurs, il y a un catalogue de solutions souveraines qui est en préparation aussi de votre côté, Michel. Tariq Krim? Non, mais en fait, tout a été dit. Ce qui est un peu nouveau depuis quelques années, c'est qu'on prend conscience que l'Internet commercial, qu'on utilise tous les jours, est devenu un champ de bataille militaire, entre États, aussi avec des mafias. Et c'est vrai que depuis quelques mois, on a malheureusement beaucoup, notamment d'établissements médicaux, qui ont été touchés. Et je pense que tout le monde maintenant est sensibilisé. La question, c'est comment on fait, Effectivement, la question des ressources est essentielle. On n'a pas assez de gens et pourtant on est un pays avec d'ingénieurs où on produit chaque année énormément de gens très bons. Donc il faut aussi savoir les rémunérer pour qu'ils ne partent pas aux États-Unis. Enfin, et les inciter à s'intéresser à la cyber. En tout cas, on a développé quelques pistes dans Smart Tech. Merci beaucoup. On se retrouve juste après la pause pour la chronique de Tariq Krim, justement.